Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler crise bancaire et nomadisme bancaire, les stratégies de géodiversification. Avant de commencer cette vidéo, on t'invite à nous rejoindre, que ce soit sur notre Telegram, nous sommes plus de 3000, ou sur notre Discord, tous les liens se trouvent dans la bio sous cette vidéo, et également à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications pour avoir du contenu en plus. Avant de commencer, faisons une courte introduction. La faillite de la Silicon Valley Bank a créé beaucoup d'incertitudes et pousse aujourd'hui encore plus qu'avant, en tant qu'entrepreneur investisseur, à adopter une stratégie bancaire sérieuse et rigoureuse. J'ai notamment reçu beaucoup de mails de la part d'entrepreneurs qui étaient très inquiets et qui voulaient diversifier leur banque, qui voulaient avoir des solutions de backup d'un point de vue bancaire. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec une stratégie globale autant personnelle que professionnelle. Et cette vidéo va s'articuler autour de plusieurs points. On va d'abord s'intéresser à la Silicon Valley Bank, une explication simplifiée de la faillite et pourquoi cela pouvait être prévisible. Le Crédit Suisse, qui est une situation excessivement particulière, pour finir sur les banques offshore, le nomadisme bancaire et l'ouverture de comptes perso et professionnels. Pour en revenir à la Silicon Valley Bank, lequel la Silicon Valley Bank, il est assez particulier aux États-Unis. On parle souvent de la Silicon Valley Bank comme la 16e, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger, plus grosse banque américaine. Le bilan de la Silicon Valley Bank était de 212 milliards de dollars lors de la faillite. Ça a une importance, tu vas voir très rapidement. Même si ce dernier a considérablement augmenté pendant la pandémie. Avant de parler de ce qui a provoqué la faillite, il est important de parler de régulation, surtout si nous comparons la situation en Europe avec les banques européennes. Il faut savoir que suite à la crise financière de 2008, de nombreuses régulations ont été mises en place autant en Europe qu'aux USA. Aux USA, ces régulations, qu'on peut parler de surveillance stricte, s'appliquaient aux banques avec un bilan de plus de 50 milliards de dollars. Mais l'administration Trump a relevé ce seuil de surveillance stricte de 50 à 250 milliards, faisant ainsi échapper la SVB à la surveillance stricte fédérale, à la vérification de sa diversification, aux stratégies adoptées. C'est l'administration Trump qui a indirectement provoqué la faillite de la Silicon Valley Bank. Même si on ne peut pas enlever tous les faits des managers. Mais ce manque de supervision, cette supervision très light, a conduit la banque à investir les dépôts de ses clients qui sont passés pendant la pandémie de 102 milliards à 189 milliards de dollars dans des bons du Trésor américain, qui sont des produits relativement sûrs. Rappelons également que la SVB était une banque dédiée aux startups. Ça a une importance capitale. Mais ça va, y a aucun problème, je leur ai dit que j'avais la start-up. Start-up? C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Quoi, tu connais pas la start-up? Ça déconne, ils sortent d'où, lui? Haute technologie! La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche loose boob. L'inflation galopante a obligé la Fed, la Réserve fédérale américaine, à un resserrement de sa politique monétaire, une augmentation des taux qui a eu un double effet qui se coule pour la SVB qui est assez facile à comprendre. Les conditions de financement s'étant dégradées et l'argent n'étant plus presque gratuit, les startups ont décidé d'utiliser leur liquidité dont elles disposaient en banque. Et vu que la SVB était une banque de startups, elle a dû faire face à des retraits. Les bons du Trésor, d'un autre côté, dans lesquels a investi la Silicon Valley Bank, ont baissé en valeur. Les taux d'intérêt étant plus élevés, les investisseurs préféraient vendre avec une décote leur ancien bon du Trésor pour en souscrire de nouveau, entraînant mécaniquement une baisse. D'un côté, vous avez les startups qui veulent récupérer leur liquidité, et de l'autre, les liquidités qui avaient été placées sur des bons du Trésor perdent en valeur. Ça fait ce qu'on appelle un double effet qui se coule. L'information s'est répandue, ça a provoqué la panique, bank run égale faillite. C'est toujours l'inquiétude qui provoque la faillite. Si on compare la Silicon Valley Bank aux banques européennes, les banques européennes sont déjà beaucoup plus régulées, beaucoup plus diversifiées. Elles ne vont pas mettre une énorme partie des liquidités dans un seul produit. Et elles sont diversifiées également en termes de clientèle. Ce n'est pas uniquement des startups. Et elles sont beaucoup plus grosses. Si on prend BNP Paribas, c'est 300 milliards d'actifs, soit 15 fois la taille de la SVB. Maintenant, si on s'intéresse au cas de Crédit Suisse est un cas un peu à part. C'est une banque à scandale, qu'on parle de corruption, de fraude fiscale, etc., qui a, en 2002,
perdu 7,3 milliards de francs suisses. Le franc suisse est quasiment à la parité de l'euro, donc ça fait quasiment 7 milliards d'euros. Le premier actionnaire, qui est la Saudi National Bank, n'a pas voulu investir davantage, le seuil des 10% en Suisse entraînant un contrôle et des responsabilités plus grosses pour les actionnaires. La Saudi National Bank est à 9,9 et n'a pas voulu réinjecter des capitaux. Ce qui est une situation complètement différente à SVB, même si le résultat est le même au final. Maintenant, on va s'intéresser à comment vous pouvez diversifier, protéger vos capitaux, que ce soit personnel ou professionnel, en parlant notamment de ce que j'appelle le nomadisme bancaire et les comptes offshore. Ouvrir des comptes hors de son pays de résidence, autant pour sa société qu'à titre personnel, peut avoir du sens. Et quand je parle de banque, je parle d'établissement de crédit, pas de banque en ligne. Il peut y avoir plusieurs intérêts pour cela. Le premier intérêt va être la sécurisation et la diversification. Vous allez également pouvoir avoir accès peut-être à des banques qui vont être plus joueuses sur les financements. Vous allez avoir d'autres avantages divers, que ce soit la crypto, par exemple, des banques crypto-friendly qui vont vous faciliter, qui vont comprendre le business de la crypto. Et ensuite, il va falloir parler de l'ouverture du compte, qui est la partie la plus délicate dans le nomadisme bancaire et dans les comptes bancaires offshore. Suite aux demandes des membres du Borderless Entrepreneur, qui est notre programme dédié à l'international, nous allons développer un réseau exclusif réservé aux membres du Borderless Entrepreneur pour offrir des solutions sur mesure, qui sera uniquement accessible aux membres. Pour rejoindre le lien, si tu as envie de rejoindre la communauté, n'hésite pas, le lien se trouve dans la description. Un peu de pub, ça fait jamais de mal. Un compte bancaire offshore est également, c'est important de le préciser, il est légal tant que vous ne vous en servez pas pour frauder le fisc de votre pays de résidence. En France, vous devez par exemple déclarer vos comptes ouverts à l'étranger. C'est également le cas dans d'autres pays. Vérifiez la législation locale de votre pays, demandez à vos personnes, à vos comptables s'il y a des déclaration à faire. En France, vous devez le déclarer tous les ans à travers un formulaire, c'est pareil pour les cryptos. On va parler des 4 points: sécurisation, diversification, financement, avantages divers et ouverture de compte. Donc, on va commencer par la sécurisation et la diversification. Un compte offshore va permettre une diversification et donc une sécurisation. Bien évidemment, si vous avez tous les œufs dans le même panier, ça va poser un problème. Prenons un exemple simple. Imagine, avant la guerre en Ukraine, tu étais installé en Ukraine. Une fois la guerre déclenchée, il est impossible de retirer plus de 3000 balles par mois sur un compte ukrainien. Si tu as des gens que tu dois payer, des prestataires et tout, c'est excessivement délicat. Le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires va te permettre d'éclater et de répartir ton cash sur plusieurs banques et donc t'assurer d'y avoir toujours accès. Si tu es ukrainien et que tu avais tes comptes à l'étranger, tu peux toujours utiliser tes comptes à l'étranger et percevoir tes paiements sur tes comptes à l'étranger. Cela va te permettre également d'éviter d'avoir son capital bloqué. Il n'y a pas que l'Ukraine, il va avoir également les gens qui sont par exemple en Russie, qui ne peuvent plus utiliser leur compte en Europe par exemple, qui ne peuvent plus encaisser des clients européens. Et par conséquent, si tu ne peux plus encaisser, tu gagnes plus d'argent. J'ai eu le cas d'entrepreneurs qui avaient des problèmes et qui étaient établis en Russie depuis plus d'une dizaine d'années et qui avaient une activité avec l'Europe. Et à partir de là, leur compte russe ne pouvant plus recevoir de l'argent, n'ayant plus de processeur de paiement, ils ne pouvaient pas se faire payer et ils n'avaient pas de solution de backup. Toujours avoir une solution de backup, ça permet d'être plus résilient. En matière de sécurisation et de diversification, en ayant des comptes bancaires dans d'autres pays, tu vas également avoir accès à des placements plus exotiques, c'est-à-dire avec des placements à taux d'intérêt plus forts. Mais qui dit plus exotique dit également plus dangereux. Attention, d'aller mettre son argent dans des juridictions exotiques peut présenter un risque plus élevé de perte de capital, de faillite bancaire ou de fermeture réglementaire. C'est très important d'en avoir conscience. Je vais prendre ici le cas d'une banque. Il me semble l'avoir déjà évoqué, je l'ai déjà évoqué, qui était très promue sur Internet à travers les influenceurs 2.0, qui était la Euro-Pacific Bank. Peut-être que tu en as entendu parler. Si c'est le cas, n'hésite pas à en mettre, à le dire dans les commentaires. C'était une banque qui faisait beaucoup de promotions, notamment de contourner l'échange automatique d'informations, le CRS, le Common Reporting Standard, suite à sa redomiciliation à Puerto Rico depuis Saint-Vincent-les-Grenadines.
Et tous ces clients aujourd'hui sont en contrôle fiscaux et dans certaines formations Internet, on vous disait ouvrez des comptes, vous n'aurez jamais de problème de CRS, ça vous permet de le contourner. Et c'est un article relativement récent. C'est une investigation qui a été déclenchée contre la banque suite à sa relocalisation à Puerto Rico depuis Saint-Vincent-les-Grenadines. Les enquêteurs pensent que cela a été fait pour sortir du CRS, dit le directeur du fisc. HMRC, c'est Her Majesty Revenue and Custom. Ouais, Revenue and Custom, donc c'est le fisc britannique. Et tous les titulaires de compte sont aujourd'hui en contrôle fiscaux et ils avaient leur argent dans une banque relativement exotique. Ce qui est intéressant d'un point de vue sécurisation, c'était que c'était une full reserve bank. Euro-Pacific Bank était ce que nous appelions une full reserve bank, c'est-à-dire qu'elle ne prêtait pas, n'investissait pas l'argent de ses clients et sa seule source de revenus était les frais que vous payez. Donc, les frais étaient bien plus élevés, ça pouvait coûter 100 balles de faire un transfert, il faut l'accepter, mais c'était censé être sûr puisque 100% des liquidités appartenaient à la banque. Pour l'instant, si vous regardez les commentaires, les gens visiblement n'ont toujours pas récupéré leur argent. Still waiting for my money. Mais le concept de full attention aux banques qui sont, attention aux banques qui sont un peu légères, qui posent peu de questions, même si cela nous énerve qu'on pose des questions, si elle ne vous pose pas beaucoup de questions, elle ne va pas en poser beaucoup à d'autres personnes également, et si elle n'en pose pas beaucoup à d'autres personnes, ça peut la mettre en risque. Mais le concept de full reserve bank, 100% de liquidité, est un aspect intéressant d'un point de vue sécurisation. Il y a d'autres banques qui proposent ce service, qui sont des full reserve bank, qui permettent techniquement de ne pas perdre son argent puisque 100% des liquidités sont sur les comptes de la banque. En matière de sécurisation et sécurité des banques, j'avais eu également une conversation avec un entrepreneur basé à l'île Maurice et les banques là-bas ne sont pas très performantes, entre parenthèses, et il m'avait partagé notamment le cas d'un entrepreneur en conflit avec la banque principale à l'île Maurice suite à des grosses lacunes de sécurité. J'ai prévu de le faire intervenir sur la chaîne prochainement dans un live. Je n'hésiterai pas à lui poser la question pour qu'il détaille un peu. Mais par exemple, un compte offshore, quand vous êtes dans des juridictions qu'on peut qualifier de semi-bananières, peut être excessivement utile pour vous protéger. Si vous avez votre business dans un pays instable, il va être utile d'avoir des comptes en dehors. Donc, toujours la diversification et la sécurisation. Également, avoir accès à des banques qui sont beaucoup plus safe. Maintenant, on va s'intéresser au financement. Le financement, avoir une banque offshore, si vous la choisissez bien, va pouvoir également vous financer des opérations à l'étranger, chose qui est quasiment, voire impossible en France. Et ce, beaucoup plus facilement. Et ce, à travers différentes méthodes, notamment des nantissements de parts sociales, des hypothèques. Par exemple, j'ai une banque qui est prête à me faire du financement en Allemagne, en France, en Angleterre, au Luxembourg, alors que la banque n'est dans aucun de ces pays. Ça peut me permettre d'avoir plus d'opportunités, d'avoir une stratégie de géodiversification et d'avoir accès à l'immobilier étranger avec le financement, ce qui est le principal problème lorsque vous décidez d'investir à l'étranger. Je fais en sorte d'ouvrir une relation bancaire personnelle mais également professionnelle, compte holding mobile, dans cette banque pour augmenter mes leviers et avoir accès à ces outils. Cela m'augmente les possibilités de faire du financement en parallèle, du refinancement sur par exemple de la marge hypothécaire et donc ça m'augmente les possibilités, surtout avec un partenaire bancaire qui va pouvoir me financer dans d'autres pays, chose qu'une banque française ne pourrait pas faire. Je pense notamment à des gens qui ont acheté des biens cash à l'étranger et qui peuvent faire office d'effet de levier. Avoir un compte bancaire dans cette banque va vous permettre de financer d'autres opérations et donc de décupler vos possibilités. Donc, bien sélectionner une banque peut vous apporter des avantages, même si une ouverture de compte, cela se prépare, cela nécessite pas mal de paperasse et c'est assez chiant. Mais retenez que le manque de paperasse, le manque de questions, cela peut conduire à Euro-Pacific Bank, que nous avons vu avant, ou d'autres banques qui étaient très peu regardantes et qui sont aujourd'hui fermées. Je préfère passer quelques jours à remplir des formulaires que des mois à attendre mon argent si la banque est fermée, avec une possibilité de ne pas le récupérer. Retenez toujours ça. Les avantages divers que vous allez pouvoir avoir avec des banques à l'étranger, j'ai envie d'en lister plusieurs que je connais à travers plusieurs banques. Tu vas avoir des banques qui vont offrir des services intéressants que je vais lister ici,
quelques-uns. Je ne peux pas tous les lister, je vais en prendre quelques-uns. Notamment pour les investisseurs en crypto qui se plaignent que leurs banques ne comprennent jamais, refusent les virements vers des plateformes crypto ou reçoivent des cryptos. Certaines banques vont même permettre d'acheter des cryptos depuis leur e-banking et sont très crypto-friendly, ce qui va te permettre de faire des mouvements depuis un exchange vers son compte bancaire. J'avais d'ailleurs montré un exemple. Une des banques est comme ça en Europe et permet d'avoir des avantages. Vous allez pouvoir avoir des avantages avec des services annexes. Par exemple, je garde une banque estonienne car les assurances liées avec la carte bleue, garantie achat, extension de garantie, sont 6 fois supérieures à d'autres banques et la carte bleue ne me coûte presque rien. Vous allez avoir également des banques sécurisées, des banques plus sécures que d'autres. En choisissant bien votre banque, notamment des banques et caisses d'épargne d'État, vous allez avoir une banque ultra sécurisée qui sera la dernière à faire faillite. Toutes les autres se seront cassées la gueule avant que celle-là se casse la gueule. Ça va dépendre également du pays. De bien choisir sa banque où mettre son argent est vital. Par exemple, j'ai vu un short d'un gestionnaire de hedge fund qui s'appelle Bill Ackman, qui explique comment il gère l'argent de son fonds. On parle de plusieurs milliards de dollars, donc on ne parle pas de cacahuètes. Il expliquait que sa seule banque, même s'il ne mettait pas tout dessus, était JP Morgan, qui est la plus grosse banque américaine. Donc, n'hésitez pas à ouvrir des comptes dans les grandes banques, par exemple BNP Paribas, Santander, Citi, HSBC, Bank of America aux États-Unis, qui sont des banques systémiques. Et donc, s'il y a un problème, elles ne feront pas défaut. Elles ne feront pas défaut. Et si elles font défaut, c'est tout le reste qui fait défaut. Donc, en soi, c'est le dernier endroit qui fera défaut. Aux États-Unis, les milliards de dépôts qui ont été retirés des banques régionales, vous avez pu voir 100 milliards de dépôts ont été retirés. Ils ont été retirés des banques régionales qui avaient de faibles bilans comme la SVB, vont dans des banques comme Bank of America, comme JP Morgan aux États-Unis. Allez dans des grosses banques. Concernant maintenant l'ouverture du compte. Maintenant, à partir du moment où tu sais tout cela, il va falloir passer à l'ouverture du compte bancaire. Il y a plusieurs techniques en réalité. Pour les comptes personnels, la meilleure manière reste ce que j'appelle le nomadisme bancaire. En ciblant correctement et en sachant comment il fonctionne. Je détaillerai dans le Borderless Entrepreneur pour les membres qui y sont. Le lien se trouve dans la description, en essayant toujours de prétendre à un lien de proximité avec le pays. Si vous n'avez pas de lien avec le pays, vous le créez. C'est aussi simple que ça. Concernant les comptes professionnels, c'est un peu plus simple. Certaines banques vont permettre, à travers des partenaires ou non, d'ouvrir des comptes entièrement à distance pour votre société. Il faut s'assurer que la banque soit solide, s'en servir comme une alternative, et certaines banques vont permettre également des avantages supplémentaires, notamment par exemple des alternatives à Stripe, PayPal, le financement des non-résidents après un certain historique. Pour les sociétés européennes, c'est relativement simple à vrai dire, y compris pour les limited au Royaume-Uni, où il est possible d'avoir des comptes bancaires physiques, du moins, où il est impossible au UK d'avoir des comptes physiques, du moins au début sur une limited. Les comptes professionnels, vous allez également avoir une méthode qui s'appelle la BDL, qui va permettre beaucoup plus facilement d'ouvrir des comptes. Par exemple, je sais que cette méthode marche pour des sociétés étrangères pour ouvrir un compte chez Conto en France. Donc avoir un compte chez Conto sur une société étrangère. Ça passe par ce que j'appelle le BDL. C'est pas très original, mais j'ai vu que ça marchait et je connais des gens qui l'ont fait. La diversification bancaire, elle est nécessaire. Développer ce point va permettre également d'avoir de nombreux avantages. Mais attention, trop de diversification peut créer des problèmes aussi. Donc il faut trouver le juste milieu. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Une stratégie de diversification bancaire va t'apporter des avantages, de la sécurité et surtout des opportunités. Notamment si tu reposes ta stratégie sur du fintech only, Wise, Revolut, etc. Tu vas passer à côté de nombreuses opportunités. Certaines banques vont te permettre des structurations particulières, notamment du financement à l'étranger et local, avec des prises de garantie locales ou étrangères, ce qui va permettre de multiplier tes capacités et tes opportunités. Une diversification est utile, même, mais pas à n'importe quel prix. Il faut étudier un minimum les process, la banque et ses expositions. On rappelle Europacific Bank qui acceptait tout le monde et qui visiblement n'avait que pour but de contourner le CRS, donc elle voulait se tenir à des comptes non déclarés. FBME, ça c'était à Chypre dans les années 2010 de mémoire, à vérifier, où vous avez encore Satabank à Malte. Satabank qui a fermé, certains n'ont toujours pas récupéré leur argent. Donc il faut toujours choisir le partenaire, vérifier ses process, vérifier son exposition, voir si les gens font beaucoup la promotion,
et s'ils sont relativement stricts ou non sur le compliance. Une banque qui est stricte sur le compliance avec vous, ça fait chier, mais elle est stricte également avec d'autres personnes qui préféreront aller dans une autre banque. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le lien du Borderless Entrepreneur où on détaillera ces parties dans la description et dans le commentaire mis en avant. N'hésite pas à mettre en commentaire, n'hésite pas à partager tes stratégies dans les commentaires également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.